Bonjour Frédéric Figeac. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Alors, c'est vrai que sur Sète, on est toujours un peu... moi, je suis toujours un peu embêté, je le dis, de parler de moi, parce que finalement, si je savais le faire, je n'écrirais pas. Je me contenterais de me présenter aux gens. Voilà. Mais sinon, je suis tout juste à la retraite. C'est important pour moi parce que j'ai le temps de me consacrer vraiment à ce qui m'a passionné toute ma vie. Et j'étais instituteur. Voilà, j'étais maître d'école. Et c'est important aussi par rapport à la langue que j'ai choisie pour m'exprimer. J'étais instituteur dans mes dernières années en classe bilingue. C'est-à-dire que je ne parlais toute la journée avec mes élèves qu'occitan. J'enseignais dans la langue et j'essayais de partager avec eux ce qui m'a tenu, moi, enfant, et qui m'a vraiment aidé. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui ont partagé la poésie avec moi. Bon, je vais essayer de le rendre avec ces enfants, de leur faire accéder au chemin poétique et d'art plastique, et dans la langue que j'ai choisie pour m'exprimer, c'est-à-dire en occitan. Voilà ce que je peux dire. Et peut-être pour ajouter, mais c'est pas une raison suffisante pour avoir choisi cette langue. Il se trouve que je suis d'une famille de ce qu'on appelle le Périgord, de la Dordogne, à la limite avec le Quercy, et où la langue était très présente. Toutes les vacances, c'était chez ma grand-mère paysanne, et la langue était vraiment autour de nous. Voilà. Quand tu commences à écrire? Alors, c'est toujours une reconstruction, mais je peux presque dire que j'ai commencé à l'étudier à ce moment-là, au sens où ma grand-mère ne voulait pas nous parler dans cette langue, nous parlait en français, mais comme toute la vie autour, le travail se faisait dans cette langue, j'ai été curieux, voilà. Ça, mes parents l'avaient noté, j'étais curieux de cette langue-là, mais en fait, réellement, d'en faire une langue qui me permette de m'exprimer, c'est lorsque j'arrivais à peu près à mes 20 ans, de me retrouver dans une école pour enseignants, une école normale, où là, je suis arrivé avec des camarades, avec qui j'ai lié tout de suite amitié, et qui, eux, parlaient la langue. C'est-à-dire qu'ils avaient eu la vraie transmission par leurs parents. Et je me suis dit, oui, moi aussi, j'en ai une autre de langue. Et voilà, j'ai commencé à la travailler pour la récupérer. Aux alentours de 18, 19 ans. Voilà. Excusez-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. Tu étais en train de continuer les premières questions, en fait. Je crois. Oui, non, je disais que c'était quand même important pour moi, parce que ça se tient avec cette seconde question. Parce que entre récupérer la langue et en faire quelque chose pour m'exprimer en tant que poète, il y a un moment de latence, il y a un moment où on se met au travail, où on ne montre pas, et je pense, mais comme je disais, c'est peut-être aussi ça aussi, c'est une reconstruction, encore que, je pense que de me retrouver dans une classe, à être tout d'un coup, à penser dans la langue, pour préparer ma classe, à partager cette langue avec les enfants, à sortir avec les enfants pour leur montrer un milieu où la langue est encore vivante, ça a débloqué quelque chose, c'est-à-dire que je me suis senti légitime à montrer mes textes. Voilà, ça sans doute ça a joué, mais j'ai écrit pendant des années avant de montrer mes textes dans une revue. Je n'avais pas confiance. Voilà. Tu écrivais en français ou en espagnol? Alors, comme beaucoup, j'ai été enseignant en français, donc mes premiers essais de poésie, ça a été en français par rapport aux grands poètes que j'aimais, mais ça ressemblait plus à pas du plagiat, quoi. J'arrivais pas à trouver, il me semblait que j'avais du mal à trouver ma langue. Et il se trouve que par la littérature sud-américaine et espagnole, vraiment j'étais rentré dans tout l'espagnol, la sonorité, la façon de s'exprimer, le statut de la langue poétique qui n'est pas le même que le français, où on peut mélanger aussi bien des mots savants que des mots
très populaire et où ça pose pas un problème. En français, si on fait ça, on se dit ah, il veut dire quelque chose. Et surtout une sonorité, un accent tonique, des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que j'écris, mais moi, mes textes, il me semble, ils sont faits, je pense que beaucoup d'autres poètes, c'est ça, pour être dit. Je les fais pas pour rester dans les livres. Et du coup, le français, j'ai pratiquement tout déchiré. J'ai dû garder deux ou trois poèmes et je n'ai jamais fait publier en français. Je me suis ensuite complètement consacré à l'occitan. Premier poème, premier recueil publié en français ou en occitan? C'était en occitan et alors le premier recueil, en fait, on est venu me chercher, c'est-à-dire que j'ai écrit à peu près 10 ans ou 7 ans auparavant, avant que ce premier recueil ne sorte, je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête d'être timide et que quand j'aimais les textes que j'avais lus ou un poète que j'avais écouté, moi il me faut toujours le temps de le remâcher et il fallait que je lui écrive. Il fallait que j'arrête de rester dans mon coin et donc je le faisais. Et il m'arrivait d'avoir des réponses. Et là je l'ai fait pour quelqu'un qui est devenu depuis un ami, un grand poète occitan pour moi, et en plus de mon arbre généalogique, c'est-à-dire du Périgord. Et quand je lui ai écrit, pour lui parler de son recueil, dans la lettre, à la fin de sa lettre, il me disait, mais en occitan, il me disait, toi tu dois avoir des choses, tu dois écrire, il faudrait que tu nous montres ça. Et je ne lui avais parlé de rien. Donc je me suis senti un peu comme surpris, et du coup, voilà, là tout de suite, j'ai pas attendu. Je lui ai envoyé deux recueils qui étaient construits pour moi, quoi. Et ça s'est fait très très vite. Tout de suite, il m'a retéléphoné et le premier recueil est sorti qui s'appelle La Fabrico de Petas. Alors c'est difficile à traduire en français au sens de faire ressentir toute la polysémie du mot pétas. On a traduit par la fabrique de chiffon, mais c'est pas juste parce que c'est aussi le pétas, c'est le morceau qu'on va mettre au pantalon quand le pantalon il est usé. Il faut qu'il continue à servir. C'est ce qu'on garde des vieilles choses de la famille d'autrefois. Donc voilà, pour moi c'était ça et c'était un peu un recueil je pouvais pas commencer par autre chose parce que on est obligé de rendre des choses aux gens qui nous ont nourris. Enfin, moi je ressens aussi la poésie comme ça. Et là, il y avait ma grand-mère, dont je parlais, à qui je dois énormément de choses. Et il fallait que je parle d'elle. Voilà. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Ah, alors ça, en fait, ça serait aux critiques à me le dire. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Alors c'est très récent, ça, je peux vraiment en parler. Moi, j'ai des poètes que j'adore, évidemment. Je pourrais citer des poètes français aussi différents que Guy Vic ou René Char. Et en fin de compte, ce ne sont pas eux qui m'ont influencé. Et alors après, j'ai des auteurs... enfin, je ne sont pas eux. Je n'ai pas l'impression. Mais il y a des auteurs... occitans, qui eux, oui, m'ont vraiment marqué, mais de façon différente. L'un, c'est Bernard Manciette, mais c'est de ce genre d'auteur qui est tellement géant, il coupe les ailes. C'est-à-dire qu'au début, on a du mal à s'en servir. Et Max Rouquette. Max Rouquette, c'est vraiment quelqu'un qui est là, mais je ne sais pas. Ça m'a influencé pour me donner envie de continuer ou de travailler certains thèmes, mais en fait, je ne sais pas si vraiment c'est ça qu'on retrouve dans mon écriture. En revanche, récemment, un ami critique, qui est poète, mais qui est aussi un critique, en parlant d'un de mes recueils du second, m'a posé des questions très précises et m'a dit « Mais tu n'as pas lu Saint John Perse ?» Alors moi, ça m'a fait... Oui, c'est un poète qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, par exemple. Mais je suis allé me relire et voilà, c'est peut-être effectivement ressorti. Mais je pense que moi, j'aurais du mal à... Je peux dire ceux qui m'ont marqué comme poète parce que ça m'a nourri dans mon adolescence et dans mon premier âge adulte, mais... Est-ce que ce sont eux que j'utilise d'une certaine façon ou pas? Voilà, je ne sais pas. Comment tu crées, construis et écris ta poésie?
Est-ce que tu as une approche poétique? C'est un peu pareil. J'ai l'impression d'avoir bricolé au début. C'est-à-dire que j'avais vraiment, quand j'ai commencé et qu'on m'a demandé ce premier recueil, je sortais d'une période où j'avais vraiment un besoin. Là, ça a été, c'était tous les jours, c'était sans arrêt. J'avais tout le temps des bouts de papier sur moi parce que je fais beaucoup de marches. Et en marchant, voilà, il y a des choses qui me venaient, sans rapport avec ce que je voyais dans la marche. Je pense que les jambes aident à penser, ça j'en suis persuadé. Il y en a d'autres qui l'ont dit bien mieux que moi. Et voilà, et ça, on va dire que c'est une technique. Je continue à beaucoup utiliser la marche pour ça. C'est des moments où je suis seul, voilà, et là ça m'aide. Mais après, une technique, j'ai essayé pendant un moment, par exemple, de faire de la poésie versifiée parce que j'aurais aimé que certaines choses soient mises en chanson, puis à mon avis, c'était complètement raté. Je n'y suis pas encore revenu. Et j'écris plutôt en vers libre. Mais après, j'ai aussi bien des poésies qui sont, on va dire, dans une certaine verticalité, que des poésies qui se rapprochent de sortes de stances en prose, quoi, d'éléments comme ça, de prose poétique. Mais ça vient avec ce qui se construit. C'est pas quelque chose de prévu à l'avance. Je ne peux pas dire que j'ai un art poétique. La seule chose, mais je pense pas que c'est représentatif, ça c'est le fait que effectivement il faut que ça régulièrement, il faut que je lise à haute voix parce que il faut que je vérifie que ce que je veux dire fonctionne du point de vue sonore aussi. Voilà, j'attache une grande importance à ce que ça va donner de manière sonore en occitan. Et c'est pas forcément génial à la traduction en français. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et occitane? Je continue à lire beaucoup. J'écris, mais je suis un très très grand lecteur de poésie, d'ailleurs française, occitane, et quand je peux, dans des langues du monde autres. J'aime bien quand je peux avoir des éditions bilingues. Même si je ne connais pas la langue, j'aime bien faire une espèce d'aller-retour. Ça me nourrit, j'ai besoin. Je ne suis pas sûr que je continuerai, par exemple, pour parler simplement de l'occitan. Le français, ça ne va pas être le même enjeu. Mais je n'ai pas l'impression que je pourrais continuer à écrire en occitan si je n'avais pas d'autres camarades qui écrivent, plus âgés, et s'il n'y avait pas un travail de revue. S'il n'y a pas quelque chose où on peut partager, se rencontrer, fabriquer quelque chose qui au fil de l'année construit 4 numéros de revue, peut-être que j'écrirai peut-être encore, mais je le garderai. J'ai cette impression-là, quoi. Moi, ça m'a vraiment encouragé de découvrir. Quand je suis revenu en fait à la langue, donc à la réapprendre, au moment des engagements politiques aussi, c'est pour ça que je parlais d'Amérique du Sud et d'Espagne à l'époque, le fait de découvrir à l'école normale où j'étais une revue qui paraissait et qui était ma contemporaine, c'est-à-dire cette revue elle paraissait en même temps que moi, j'étais jeune élève, instituteur, ça me semblait très, très étonnant parce que j'avais la perception de la langue de ma grand-mère, mais j'étais pas au clair avec ce qu'on pouvait en faire. Et là, de voir qu'il y avait des jeunes qui avaient mon âge et qui étaient dans ce partage-là, oui, ça m'a enthousiasmé à lire, à aller chercher des numéros anciens de cette revue, parce qu'elle était née en 1923, et j'étais, moi, complètement estomaqué. J'en étais resté au troubadour. J'en étais resté à la Renaissance baroque. J'avais un peu de connaissances là-dessus, mais j'imaginais pas qu'il y avait ce foisonnement du XXe siècle, et qui continuerait au début du XXIe. En français, c'est différent. Je continue à lire beaucoup en français parce que j'ai besoin de poésie. J'ai vraiment... voilà. Mais dire ce que j'en pense, il y a des choses qui me déplaisent. Il y a des choses qui me transportent et qui me donnent envie de continuer. C'est un peu ça. Tant qu'il y a des gens... Tant que j'ai l'impression, quand je lis quelque chose qui est écrit par une autre personne, que cette personne elle me parle de moi, voilà, ça me donne envie de continuer. Je me dis que peut-être moi aussi, j'ai peut-être des choses à donner que d'autres vont prendre comme
j'appelle ça des souvenirs adoptifs. J'ai l'impression qu'en tant que poète, quand des gens viennent me parler après, ben, j'ai produit quelque chose qui est un souvenir adoptif. J'ai parlé de moi et en fait la personne, elle a retrouvé ou elle a posé un questionnement à partir de ce que j'avais écrit. Voilà. Encore, c'est sur la forme d'expression poétique. Parce qu'il y a plusieurs formes. Est-ce que c'est en français, par exemple, dernièrement, ou depuis des années peut-être, il y a toujours une recherche. Est-ce qu'il y a la même recherche dans la langue occitane aussi? Oh oui, oui, oui. Ça, oui. Alors ça, je peux en témoigner au niveau de la revue dont je m'occupe, qui est la revue Hoc, qui est donc, bon, elle existe depuis 1923, mais après-guerre, elle a accompagné tout ce qui se fait autour de la poésie occitane. Il ne faut jamais oublier qu'après-guerre, il y a l'Institut d'études occitanes qui se fédère et il est créé sous les, on va dire oui quand même sous le parrainage de Tristan Tzara et d'autres grands poètes français. Donc il n'y a pas une opposition. Il y a une sorte de chemin parallèle avec des rencontres et la poésie occitane, oui, on va trouver des choses qui sont de l'ordre de la poésie sonore, d'une oralisation je dirais presque à outrance. Ça ne quitte pas le mot, mais tout d'un coup, ça devient vraiment une profération, quelque chose de... Et puis, on va trouver des choses beaucoup plus classiques, encore que ça ne veuille rien dire, parce qu'il y a de la poésie française contemporaine qui revisite le sonnet, ou qui revisite des formes bien plus anciennes, comme celle des troubadours, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc il y a absolument tout. Il y a aussi toute une poésie qui se fait actuellement avec des jeunes qu'on a du mal à voir dans les revues parce qu'ils sont passés sous un autre comment on peut dire, un autre média. Ils sont beaucoup sur Internet, ils sont beaucoup sur où il y a un travail conjoint entre la création plastique et la création poétique et ils ont besoin d'un média. Il y a bien qu'il y ait un écran. C'est important pour le partage. Dans une revue, c'est pas aussi fluide, ça se passe pas de la même façon. Donc il y a absolument, en cherchant les différents modes d'expression de la poésie française ou d'autres poésies européennes, on pourrait retrouver des éléments dans la poésie. Je pense par exemple au travail que fait Jaume Privat, qui est vraiment quelqu'un de, pour moi, voilà quelqu'un que j'adore, mais je ne suis pas capable de me servir de sa poésie. Elle ne va pas forcément me servir, mais elle va me poser des questions. Et lui, son travail, c'est un questionnement sur dénuder la langue jusqu'à l'os, avec un travail plastique. C'est vraiment quelque chose, il l'a dit lui-même l'autre jour, jusqu'à avoir à souhaiter, en tant que poète, disparaître. Il dit, je ne veux pas me mettre par la fenêtre, mais voilà, une espèce de petit à petit je m'en vais. Et c'est très très fort et ça résonne complètement avec des recherches poétiques contemporaines qu'on va retrouver dans la poésie française. Est-ce que j'ai dit juste, est-ce qu'on peut dire la langue occitane ou les langues occitanes? Moi j'ai dit là. Ouais. Bon, on pourrait très longtemps discuter cette histoire de langue singulier ou langue plurielle, du dialecte, mais moi j'ai la perception. Si tu m'avais posé cette question-là il y a 30 ans, j'aurais pas été clair. Mais en ayant récupéré la langue, en lisant beaucoup dans cette langue, dans ses différentes variantes, et en ayant découvert aussi de la littérature étrangère dans d'autres pays où on sait très bien qu'il y a une langue, mais qu'il y a des variantes. Il n'y a que le français qui voit les choses, ou certains Français qui voient les choses d'une façon comme ça, très unificatrice et qui coupe tout ce qui dépasse. Donc oui, il y a des variantes, mais je sais que j'échange avec des poètes absolument partout sur l'ère occitane, et pour moi c'est une langue. On échange vraiment et on peut se comprendre dans tous les parlers. J'aime bien, alors j'ai découvert que ce mot, moi j'étais très fier de l'avoir inventé, j'avais l'impression. Moi j'aime bien parler de géophonie, c'est-à-dire on n'a pas de pays, les Occitans, mais on a une sorte de choses qui existent vraiment physiquement, pour ça géo, voilà, et phonie parce qu'on reconnaît, il suffit qu'on regarde des noms de lieux, il suffit qu'on parle avec des gens, si on est curieux, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais vous dites pas pareil », peu importe.
en français aussi, si on faisait attention aux français dialectaux, il y a des régions où il faut s'habituer aux mots qui sont choisis, qui sont du bon français, mais qui ne sont plus dans le français standard. Voilà. Donc non, pour moi c'est une langue, il n'y a pas de souci. Et la place de la langue occitane et la poésie occitane dans la langue française sur le territoire dominant et la poésie à l'égard de la poésie française, qu'est-ce que tu en penses? Ah, alors là c'est... D'en parler de Picette, c'est très intéressant parce que en venant à Sète, nous sommes conviés en tant que poètes comme les autres. Et on partage sur scène et on partage aussi en dehors de la scène avec d'autres poètes. Et finalement, quand je partage avec des... Alors ça, je dis ça sur plusieurs années. Si je fais le bilan des partages qu'on a avec les poètes étrangers, les poètes turcs justement, une année on a eu une expérience, poètes italiens, poètes croates, il y a pour eux, certains savent que l'occitan existe, particulièrement les Italiens. Les Italiens sont très au clair de tout ça, et pour eux il n'y a pas de différence. En termes de légitimité, d'honorabilité, français et occitan, c'est pas... Voilà, ils sont curieux, ils échangent, on se sent... Quand on se rencontre avec des auteurs français, ben, il y a deux solutions. Ou il est curieux et intelligent, ou il a été tellement formaté qu'il ne peut pas concevoir, et il y a vraiment ça, il y a une espèce de point aveugle chez certaines personnes, pas parce qu'elles sont bêtes, hein, je jette pas la pierre, mais quand même elles se sont arrêtées en chemin de curiosité. Et elles ne peuvent pas concevoir qu'on écrive dans cette langue. Pour elles, ben, ça va être pour parler de choses vieilles. C'est une langue vieille. Ça, je le dis, puisqu'un poète français, dont je ne dirai pas le nom, m'a dit ça il y a 2 ans. Et je lui ai dit, mais tu parles dans une langue vieille, toi aussi. Ça ne veut strictement rien dire à ce compte-là. Donc voilà. En tout cas, du point de vue de l'État, tout ce qui est enrobage idéologique de ce que c'est que la France, hein, et du point de vue de l'université, il y a vraiment quand même un syndrome franco-français qui va jusque des fois à la publication de manuels où il y a un grand universitaire qui est dans l'équipe et où on va mettre des poésies, des troubadours, parce qu'on ne peut quand même pas passer à côté de ça quand on parle de l'histoire de la poésie sur le territoire de la France, et on a le culot de mettre les traductions sans même dire que ça a été écrit. Alors, s'ils ne veulent pas dire occitan, ils n'ont qu'à dire en ancien provençal, je m'en fiche. Mais, et pire, il y avait un manuel récent où c'était écrit que c'était écrit en ancien français. Il faut le faire pour des poètes comme Bernard de Ventado ou Geoffrey Rudet. C'est du travestissement idéologique, c'est du révisionnisme, quoi. C'est une horreur. Et il y a ça. Il y a ça, par exemple, moi je travaille beaucoup avec... alors ça, c'est pas mon côté poésie, mais c'est mon côté amour de la langue. Je travaille beaucoup avec des archivistes sur mon département, parce que je pense que on a un fond occitan. Toute l'époque médiévale, on a tous les textes, les textes juridiques, les procès-verbaux de police, c'est formidable, on entend les gens parler. Ils sont arrêtés par les sergents, et ils parlent pourquoi telle femme a insulté la boulangère. Et on a la langue, et on voit comment ça se parlait, ça. Et je travaille là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de le mettre au service des gens qui ne peuvent pas lire cette langue, de valoriser les archives et aussi de les partager avec des élèves qui étudient l'histoire à l'école ou au collège et pour lesquels on leur montre que oui, la langue qu'ils étudient, elle se parle. Et là, je rencontre, pas chez les archivistes, on va dire, c'est pas péjoratif, de seconde main, ceux qui sont commandés, mais chez les archivistes en chef, alors là, ils ne veulent pas reconnaître que c'est de l'occitan. Ah non, mais c'est du latin dégradé. Ah non, mais c'est un parler roman, c'est issu du latin. Mais j'ai dit non, c'est une langue comme le français qui se dégage du latin à la même époque. Et voilà, donc il y a ce... Et ça c'est dur parce que régulièrement avec un universitaire franco-français, comme on les appelle, il faut prendre les rames et tout réexpliquer. Et on n'est pas sûr de convaincre. Est-ce que le modèle suisse, ça peut être une solution en fait? Alors il y a des tas de modèles comme ça, oui, multilingues, qui devraient être
en tout cas des modèles pour nous permettre de réfléchir à comment on pourrait vivre autrement. Mais je pense que historiquement, c'est joué ça en France. C'est-à-dire que ça ne pourra pas se faire de cette façon-là, parce qu'en France, lorsqu'il y a eu la Révolution, cette espèce d'autorité de roi qui descendait directement, le droit divin, on a coupé la tête au roi et il fallait réinventer l'État. Et cette espèce de transcendance, elle est passée par la langue. C'est le rôle qui a été dévolu à la langue française. Au point que l'anathème a été donné dès cette époque-là. On a écrit, l'abbé Grégoire, qui au demeurant un penseur formidable, a écrit que il fallait imposer le français partout parce que la réaction et le royalisme par les bas bretons, par les provençaux, voilà, tout ce qui était autre que le français devenait un danger. Et ça, c'est constitutif de l'État français, mais si on va regarder d'autres pays, ça serait intéressant. Il y a des pays où c'est... Je me souviens d'une chose formidable, dans l'école où j'étais en classe bilingue, on avait des remplaçants ce jour-là qui venaient, qui s'étonnaient que j'enseigne, eux ils disaient en patois. Voilà, mais comment ça se fait? Est-ce que vous avez le droit? Ben, j'ai dit oui, renseigne-toi, c'est des textes officiels, je suis comme toi, j'ai passé l'école normale, voilà. Et on avait une jeune femme qui venait d'Allemagne, qui était là en stage d'observation pendant 3 semaines. Et c'est elle qui a pris la parole pour leur expliquer que, mais elle ne comprenait pas ce besoin des Français de tout faire, de tout couper comme ça. Et elle leur dit, mais même si vous venez en Allemagne, on a plusieurs formes d'allemand. Et on sait, quand quelqu'un parle, voilà, ben tiens, lui il vient de la forêt noire. Mais c'est pas simplement des accents, c'est vraiment une manière de construire des phrases ou d'employer certains mots. Et on a d'autres langues présentes sur le territoire que l'on doit protéger. C'est vraiment une... Alors en même temps, il ne faudrait pas en arriver sur des situations de blocage, quoi, parce que le fait d'avoir plusieurs langues qui sont reconnues, on sait, par exemple, on voit ce qui se passe en Catalogne, qu'il peut y avoir des choses très dures qui se passent où une partie des gens qui veulent récupérer leur langue et conserver leur culture, c'est tout à fait honorable et nécessaire, en arrivent à dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'autre culture. Mais finalement, c'est ce qui va se passer en Ukraine. L'Ukraine, elle était ukrainienne en partie de culture et de langue, mais elle était aussi russe. On ne peut pas empêcher de considérer ça. Et puis finalement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le conflit va faire que, en tout cas pour des années, ça va être impensable de parler de la composante russe de la culture ukrainienne. Et c'est toujours une sorte d'alchimie, c'est très difficile, mais c'est pas souhaitable comme ça se passe en France. Et c'est vrai que oui, pourquoi pas là, en Suisse ou d'autres pays dans le monde, effectivement, il devrait y avoir des possibilités de vivre ensemble, tout en étant surtout, ce qui est important, c'est mon Dieu, quelle chance d'être multilingue, d'avoir plusieurs langues et de pouvoir échanger dans plusieurs langues. Et les Français, pour ça, on le sait, sont très mauvais dans leur curiosité vis-à-vis des langues étrangères et dans leur maniement des langues étrangères. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, en tant que pays d'accueil, tu es accueilli par les Français comme une langue... Oui, ben... oui, c'est un peu ça. Il m'est arrivé Tu es comme visiteur. Oui, mais c'est une très jolie question, mais ça correspond vraiment à des moments différents dans la perception que moi je peux en avoir en retour. C'est-à-dire que, mettons, je vais me promener avec des amis occitanophones, on va ailleurs en France, bien sûr on aime aussi le français, mais on va se remettre à parler occitan. Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on nous dit, mais vous pouvez, comme on nous a entendu un peu parler français avant, mais pourquoi vous ne parlez pas français? Vraiment, ça les choque et ça les déstabilise, ça les gêne. Mais j'ai dit, on ne dit rien de mal sur vous, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a cette peur. Mais, en revanche, il m'est arrivé d'être convié à faire des lectures aussi ailleurs en France. Et là, on est accueilli avec des gens qui sont curieux. C'est-à-dire qu'il y a... Quand on dit le français, même dans ma bouche, c'est peut-être des fois caricatural. Il y a des gens qui réagissent différemment.
Et sinon, ça fait drôle. Je comprends ce qui peut arriver à des personnes qui viennent d'autres pays et auxquelles on fait sentir que voilà, ça va pas. Il va falloir faire un effort, messieurs, dames, parce que voilà. Au lieu d'essayer de trouver le point de rencontre, quoi. Et ce qu'avaient les enfants qu'on avait en classe bilingue, c'était ça qui était formidable. Ils étaient bilingues et multilingues de fait quand ils arrivaient au collège, mais dans la réalité, quand ils rencontraient des gens qui parlaient une autre langue, leur premier réflexe, c'était d'aller au contact de ces personnes-là et d'essayer de trouver un pont pour commencer à se comprendre. Donc on savait qu'on avait fabriqué, entre guillemets, on avait participé à former des enfants qui étaient moins idiots culturellement, moins fermés culturellement que d'autres. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, c'est une peur d'osseuse de la séparatisme, en fait? Oui, il y a dans le fond, en tout cas dans la... Comment on pourrait dire ça? Dans toutes les explications qui sont données, il y a souvent ça qui ressort. Qui m'arrivait dans des réunions syndicales, par exemple, de prendre la parole pour expliquer les difficultés qu'on avait à faire vivre quelque chose qui était dans la légalité, c'était ces sections bilingues où on enseigne en occitan. J'avais des camarades syndics qui tout de suite nous critiquaient, disaient, mais arrêtez, vous les occitans, et avec tous vos patois. Comment il avait dit ce camarade? Oui, mais on sait bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous étiez collaborateurs. Parce qu'il y avait quelques Bretons, voilà, aux Occitans. Mais je dis, attends, alors, si on parle de ça, Céline, c'est quoi Céline? Et tu ne vas pas en profiter en parlant de Brasiliac, de Céline et d'autres pour dire que le français est une langue de collaboration, est un idiome qui fait des séparatistes, qui fait des gens dangereux pour l'unité de la France. Mais il y a ça, oui, il y a effectivement cette peur. Alors que dans la demande qu'ont les gens, la demande sociale, parce que c'est pour ça que les classes bilingues c'est intéressant, parce que ça donne une idée de la perception qu'ont les gens de cette langue. Les parents sont volontaires, il y a beaucoup de parents qui veulent qu'il y ait des classes comme ça et que leurs enfants soient dans un bain de langue et apprennent dans une autre langue. Et quand on leur demande en fin de cursus, ils sont rentrés tout petits, ils ont 3 ans, ils sortent, ils vont aller au collège. Eh bien ces gens-là, quand on regarde d'où ils viennent, c'est pas forcément des gens du coin, c'est pas des gens qui veulent s'installer dans un endroit et le séparer de la France. C'est des gens qui culturellement sont curieux. Je dis culturellement parce que c'est pas forcément des gens qui sont socialement de la haute. On avait beaucoup d'enfants d'origine, j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est pour situer la chose, d'origine maghrébine qui venaient dans notre classe. Et un des grands plaisirs d'instituteur, moi, c'est d'avoir une maman qui me donne rendez-vous et qui me dit oui, Idriss, il veut plus venir en classe bilingue, il a compris que c'était pas obligatoire, mais moi je veux qu'il continue, donc il faudrait il faudrait le convaincre. Donc on discute avec l'enfant, parce que c'est vrai que ça ne peut marcher que si l'enfant est confiant. Ça s'est bien passé, et juste avant de partir, elle me dit vous pourriez pas, monsieur Figeac, lui expliquer que à la maison, il faut qu'il écoute sa grand-mère quand elle veut lui parler berbère. Donc voilà une famille marocaine, des gens vraiment simples, c'est pas un jugement de valeur, mais vraiment, mais par contre avec une envie de rendre leur enfant plus ouvert, et qu'il avait inscrit en classe bilingue et qui demandait en même temps que j'explique à cet enfant que c'est important d'écouter la grand-mère berbère et d'écouter son autre grand-mère quand elle voulait lui apprendre des chansons arabes. C'est la meilleure des choses qui soit. Et alors, je ne sais pas ce que ça aura donné, parce que le Idriss en question, il a grandi, mais il y avait des gens qui inscrivaient, qui avaient une demande de langue. C'était pas des gens qui étaient du coin, si on veut être... et c'est pas des gens qui avaient envie de dire, voilà, on va séparer l'Occitanie, la grande région occitane de la France. Non, ça existe. Il y a aussi des gens, mais
C'est rien du tout. Politiquement, ça ne représente plus rien, quoi. À l'égard des États, je crois qu'un bon citoyen qui est une citoyenne bien assimilée. Il n'y a pas une autre chose. Ouais, les endroits où les États sont forts comme ça, oui, c'est ça, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Il y a une espèce d'injonction, en tout cas dans la manière, parce qu'assimilation on pourrait discuter longtemps, mais dans la manière en tout cas dont c'est employé par l'éducation française, par l'État français par exemple, mais par d'autres États aussi. Hein. Si on va en Algérie par rapport au Kabyle par exemple, même s'il y a une petite reconnaissance, il faut que tout passe par le rouleau compresseur. Assimilation. Parce que sinon, c'est la conception du corps social. C'est une confusion entre État et corps social. C'est la perception du corps social, corps social comme une espèce de corps, et c'est physiquement vraiment comme un corps, où si quelqu'un parle une autre langue, c'est un virus. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est quelque chose qui va petit à petit détruire de l'intérieur alors qu'il y a des tas quand on va en Afrique, alors on sait bien qu'il y a des difficultés en Afrique, mais toutes les difficultés ne viennent pas du fait qu'ils parlent plusieurs langues. Or, quand je discute avec des amis africains, avec des poètes africains, mais ils ont déjà la plupart par leur enfance, par leurs parents, rien que par leurs parents, souvent quand ils sont de différentes ethnies, mais ils ont, ou même d'ethnies semblables, mais qui ont des ancêtres avec différentes langues, ils ont au moins 3-4 langues africaines. Qui en Europe peut dire, voilà, moi je suis européen, mais de toute façon, de par ma formation, de par les échanges que je veux pouvoir faire avec les autres, j'ai 3 ou 4 langues que je maîtrise. Il n'y a pas grand monde, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la revue Doc? Oui. Alors c'est une revue, cette revue qui est fondée, je vais faire un petit peu un historique, mais rapide, qui est fondée en 1923. C'est le compagnonnage entre les Catalans, qui sont opprimés en Espagne à l'époque, puisqu'il y a la dictature parce qu'il y a eu d'autres dictatures avant Franco, de Primo de Rivera, et qui se réfugient, certains, et qui ont besoin d'aide, et les Occitans, porte ouverte. Vraiment, il y a la sensation d'une fraternité occitano-catalane, elle est réelle. Et dans l'argent qu'on donne, et dans les maisons que l'on prête pour héberger. Et ensuite, rapidement, il y a un projet de revue. À la fin de l'année 1923, qui est discuté à Toulouse, avec un des fondateurs, il faut citer son nom, qui s'appelle Ismaël Girard, qui était un grand poète en gascon, variante de l'occitan de l'Ouest, et qui a donné à la revue une sorte de devise. En tout cas, nous on le prend comme une revise. En occitan, c'est appartenere au monde. Nous appartenons au monde. Mais qui peut se comprendre de choses. On revendique nous aussi d'être considérés. Mais puisqu'on appartient au monde, on est ouvert. On prend tout. Et pour nous, c'est vraiment l'esprit dans lequel on continue de faire cette revue. Moi, j'y suis arrivé après avoir eu la joie de porter mes textes et d'être publiés. Ça a été vraiment ah oui, pour moi, c'est comme avoir un prix d'excellence lorsque j'étais au collège. Qu'on accepte des textes et d'être publié dans cette revue à l'époque, c'était vraiment... Et comme il se trouve que j'ai continué, j'ai accentué le compagnonnage avec les gens qui travaillaient à la revue. Le rédacteur en chef à l'époque, Jean-Pierre Tardif, m'a dit, voilà, moi je suis fatigué, est-ce que tu accepterais pas, avec une autre poète, Daniel Oursiangou, de reprendre la revue. Et voilà, j'ai accepté, même si, on va dire, comme on dit en français, j'avais la pétoche, parce que je sais tous les grands auteurs qui sont passés avant, et on n'est pas à la hauteur, franchement. Donc ça... Mais c'est enthousiasmant, parce que c'est pas tous les jours simple de faire venir les textes, de les avoir, pas qu'il n'y ait pas d'écrivain, mais de les avoir à temps, d'arriver à bâtir les rubriques en ayant un vrai choix, parce qu'on ne veut pas que ce soit un fourre-tout. On ne veut pas mettre un texte parce qu'il faut que la rubrique soit... Il faut que ça... je trouve qu'on continue à avoir une grande exigence littéraire. Mais c'est exaltant parce que quand on reçoit certains textes dont on sait qu'on est
à part les amis du poète qui a accepté d'envoyer, qui tout d'un coup a passé le pas, envoie les textes, on sait qu'on est parmi les premiers à les lire, et des fois, on reçoit des choses qui sont magnifiques, et forcément, ça nourrit, j'ai pas d'autre mot pour dire, ça nourrit, ça donne envie de continuer. Je vais en citer un de ces poètes qui récemment nous a envoyé des textes comme ça, il est passé d'ailleurs l'an dernier ici à Sète, c'est William Méallier, qui est de Montpellier, et ces textes sont formidables. Si on peut dire qu'il est plus jeune que nous, c'est un jeune poète, hein. Il a une inspiration qui lui vient de son enfance passée du côté de Saint-Étienne avec sa famille ouvrière dans les mines, et c'est quelque chose d'une force et de questionnement humain, mais de questionnement social, mais repassé par les préoccupations d'un homme. C'est pas une revendication, ce n'est pas que de la revendication sociale, mais il y a quelque chose qui passe d'une misère ouvrière et de la difficulté à continuer à être des hommes, à avancer malgré cette difficulté. Et ça, quand on reçoit ça, on se dit on est aux anges, parce que on sait qu'on va on va continuer à l'accompagner, ce poète. On va dire à Dominique, Dominique Ossenac, ça serait bien, il faut l'inviter, parce que vraiment, là, il y a une œuvre qui est en train de se construire, il y a quelque chose. Et ça, oui, c'est ce qu'on vit à la revue, enfin moi c'est ce que j'aime, même si l'équipe qui y est tous les jours est petite. Mais c'est régulièrement d'avoir cette nourriture de compagnonnage, d'avancer ensemble, d'organiser des lectures, de faire une tournée en faisant venir un poète sarde par exemple, comme l'a fait mon ami Bruno Peyras. Ça, c'est la revue. Et le partage de choses qui vont aller avec la Sardaigne, on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que le questionnement qu'ils ont, eux, sardes, dans l'État italien, avec toutes les différences qu'il y a par rapport à la France, malgré tout va faire on est en train de mettre en place un questionnement commun, et on va s'accompagner durant de nombreuses années sur ce questionnement politique aussi, mais politique culturelle et créateur aussi, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que c'est créer dans une langue qui a des difficultés mais qui existe encore. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu? Et ça, oui, ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment chouette de s'occuper d'une revue. La traduction. Alors la traduction, je vais aborder deux versants. Pour la revue, pour lier à ce que je viens de dire de la revue, elle est essentielle pour nous, parce que justement on en revient à cette fameuse devise « Nous appartenons au monde ». Et quand on a repris la revue, il y a toujours eu des traductions dans la revue Hoc, dans ce que Manciette appelait les ailleurs d'Occitanie. On a voulu que ça devienne une rubrique, que la rubrique ouvre la revue. La revue est ouverte systématiquement par une revue qui s'appelle Cubidat, les invités, et où on demande à des poètes de langue, on va dire, minorisée ou de langue moins connue, de nous confier des textes inédits, et à charge pour nous de les traduire. C'est-à-dire, on demande des textes et on les fait connaître en France et ailleurs aussi, puisqu'on a des abonnés ailleurs, mais enfin essentiellement en France. Et il y a un travail de traduction très important. On met du temps, on ne veut pas que ce soit rapide, il faut qu'il y ait les échanges avec les collègues, soit parce qu'on n'a pas forcément la personne qui va avoir vraiment l'aplomb nécessaire pour traduire dans la langue d'origine. Il va falloir qu'il y ait un aller-retour par une langue seconde. Mais à ce compte-là, on accepte de le faire avec l'aller-retour en langue seconde que lorsque on peut échanger au jour le jour avec le poète. Et puis après, il y a la traduction à titre personnel, parce qu'il se trouve que c'est pas facile de trouver des amis en qui on a confiance, et littérairement, et dans la langue occitane, pour leur dire, bon, moi j'en peux plus, je peux pas me traduire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle, ça me plaît pas, j'y arrive pas, est-ce que tu veux pas t'en charger? Et alors ça, c'est une souffrance, parce que mes deux derniers recueils, il a fallu que je me les
que je les traduise par rapport au calendrier qui était prévu. Et j'ai l'impression que, c'est pas moi. Parce que je passe par une autre langue, parce que je n'arrive pas, je ne retrouve pas certaines sonorités, pardi, parce que mais c'est ce qui va arriver à n'importe quel traducteur, mais la différence c'est que moi j'ai fait la poésie originale, parce que je ne passe absolument pas par le français pour écrire en occitan. Au contraire, je m'en méfie. Je réécris certaines choses parce que je me dis, là, la syntaxe c'est pas bon, ça va pas, c'est pas, voilà. Et quand il faut me traduire mais c'est primordial parce que on ne peut réellement partager maintenant, vu l'état de la langue et le nombre de lecteurs, si on veut justement rendre honneur aux gens qui ont la curiosité de venir à ta langue, il faut qu'il y ait une traduction, et une traduction correcte, pour qu'ils puissent rentrer eux aussi dans ce qu'ils ont acheté, qui est bilingue, où ils vont aller picorer en occitan, ou ils connaissent un peu d'occitan, mais ils se rendent du mal parce que c'est quand même une langue poétique, c'est un arrangement rhétorique, il peut y avoir des mots qui leur échappent, et donc oui, il faut une traduction. Mais j'aime bien quand c'est un ami, quand il est disponible. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? J'aimerais... Je vais être honnête, je me suis bien rendu compte qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'en ont rien à faire. Encore, je reste poli. Ce qui me rassure, c'est que même ces gens-là, dernièrement, nous avons fait une itinérance poétique pour le Printemps des Poètes dans la ville où je suis. Et on a commencé au marché, et on a plein de gens qui nous ont suivis. Et qui ont été enchantés de redécouvrir la ville, avec des arrêts et avec des éléments de mise en scène ou de mise en voix simplement, dont des gens, 2 personnes par exemple, dont je savais, pour les avoir invités à une soirée poésie, qui m'avaient dit mais non, c'est une perte de temps, ça. Et elles sont venues me dire qu'elles avaient beaucoup apprécié. Donc elles n'ont pas changé d'avis, mais peut-être que sur le moment, elles n'ont pas dit forcément le fond. Voilà. Par rapport à la poésie, je sens des fois que les gens ont du mal à se déterminer réellement. En revanche, ce que je dois constater, c'est qu'il y a d'autres pays où de manière populaire, elle est beaucoup plus présente. C'est-à-dire que quand je discute avec des Grecs, quand je discute avec des Croates, quand je discute avec des Russes, la capacité à dire des poésies longues de mémoire, il n'y a plus personne en France qui a cette perception, ce vécu de la poésie. Quand j'étais adolescent, en tout cas moi j'en ai été témoin, à la campagne, dans ma famille en tout cas, mais je sais que ça existait encore ailleurs, c'est dans les dernières fois où j'ai entendu ça, en repas de famille, c'est dans les années 1970. C'est à la fois loin, mais pas si loin. Eh bien, des gens qui étaient des paysans, qui étaient allés à l'école la plupart, jusqu'au certificat d'études, c'est tout, se levaient pour partager des chants, mais des chants qui étaient des chants vraiment traditionnels avec une grande charge poétique, et également déclamer des poésies qui étaient plutôt des poésies de la fin du 19e, tout début 20e, mais de poètes qu'ils connaissaient et dont ils savaient des poèmes par cœur. Donc là, il y avait un rôle social de la poésie, en tout cas il y avait une présence sociale de la... Je ne sais pas si elle a un rôle, il y avait le rôle de cimenter à un moment donné cette tablée où tout le monde se levait, chantait ou écoutait religieusement les poésies qui étaient partagées. Donc il y avait quand même un rôle de rassembler les gens, de faire une communauté quoi, en quelque sorte. Mais ça, en France, ça a disparu. Mais il y a des surprises. Quand l'ami dont je parlais, qui travaille avec moi à la revue, Bruno Peyras, a fait venir pour tout un tour ce poète sarde, Mario Cubeddu, avec lequel on a échangé, traduction, etc. On s'est retrouvé dans un petit village des Corbières, qui s'appelle Soulage. Et ce petit village, allez, on va dire actuellement, à part avoir beaucoup baissé, ils doivent être à 150 habitants. Eh bien, dans la petite salle des fêtes,
qui s'appelait d'ailleurs d'un joli nom, qui était un nom occitan, l'Oustal des Tous, la maison pour tous. Il y avait 50 personnes pour écouter de la poésie en sarde et en occitan, c'est-à-dire un tiers de la population. Voilà, c'est une réponse. En tout cas pour ces gens-là, à ce moment-là, dans ce village, dans ce qui se fabrique de communautés, mais pas au sens exclusif, hein, au sens très ouvert, la poésie c'est quelque chose d'important. Donc voilà, rien n'est perdu. Et la place des femmes dans la poésie occitane? Ah, alors pendant longtemps, comme dans beaucoup de poésies européennes, elles ont été bien moins présentes que les hommes. Ça ne voulait pas dire qu'elles n'existaient pas déjà. Ça voulait dire que voilà, bon, on les cachait sous le tapis, ou il y a par exemple des femmes célèbres comme la poétesse Philadelphe de Yerde, qui était en pays gascon, mais c'était des épiphénomènes, on va dire. Et depuis quelques années, en tout cas pour la poésie occitane, on peut constater qu'il y a une vraie... Alors c'est intéressant parce que ce sont des femmes, ce sont des jeunes, des vrais jeunes. Moins de 40 ans quand elles ont commencé. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir cette poésie. Alors j'ose pas dire, je vais dire féminine parce que ce sont des femmes, mais ça ne veut pas dire que leur poésie, parce que ce sont des femmes, est différente intrinsèquement de l'écriture masculine. J'y crois pas trop ça. Mais elles abordent quand même des sujets, elles ont des façons qui sont différentes des nôtres, parce que jusque-là on ne les avait pas, on ne les écoutait pas, donc elles amènent leur personnalité. Et ben, on peut citer Maëlle Dupont, on peut citer Pauline Kamakine, on peut citer Estelle Ceccarini, on peut citer aussi, j'ai oublié son Cécile Chadeuil. Voilà, ce sont des jeunes femmes qui publient et qui ont des poésies. Alors, c'est pas du tout des choses intéressantes parce que ce sont des femmes et que maintenant il faut que les femmes soient vives, et comme ce sont des femmes, c'est bien. Non, elles ont vraiment une patte poétique, elles apportent chacune quelque chose, elles apportent leur langage, leur façon d'être au monde. Par exemple, Estelle Ceccarini. Alors ça pourrait paraître réducteur parce que je vais parler de maternité. Je ne veux pas dire qu'une femme est obligée de parler de maternité, mais elle a fait un recueil sur la maternité qui a fait pleurer n'importe qui, un homme ou une femme. C'est d'une sensualité, c'est très 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 fort. Voilà. Et donc, oui, là vraiment, elles sont beaucoup plus présentes et très dynamiques, très très dynamiques. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes impressions sur les festivals de la poésie de cette voix vive? Et encore, je crois que tu vas aussi, vous allez aussi en équipe à Paris pour le marché de la poésie. Alors, c'est arrivé, on a plutôt fait venir, pour le marché de la poésie, on a fait le marché de la poésie décentralisé. Il y a eu des choses qui se sont faites, mais on l'a fait avec eux. Déjà on est, comment dire, même si maintenant on sait que ça existe, on est encore soulagé de savoir qu'il y a des festivals qui se passent en France de poésie où on pense à inviter des poètes occitans, que ce soit dans des terres dites occitanes ou que ce soit ailleurs. C'est dire à quel point on a intégré nous aussi le fait qu'on était un peu... on a eu mal au fait d'être laissé pour compte, et du fait d'être laissé pour compte, et donc voilà. Mais ça ne court pas les rues, soyons honnêtes. C'est vrai que des festivals qui pensent comme ACET à continuer à inviter des poètes occitans, il n'y en a pas beaucoup. Il nous arrive de savoir qu'il y a tel festival sur telle thématique, et on a une actualité avec soit par rapport à la revue, soit par rapport à des poètes qui travaillent avec la revue, qui viennent de sortir un recueil, et on essaye d'y aller, on va voir, on va se proposer, et on a encore des refus, parce que pour eux, ça ne peut pas être intégré au reste, ça doit se passer à part. On nous répond, ah non, mais on ne fait pas un festival occitan. Et je dis, vous venez d'inviter un poète touareg. Je dis, vous ne faites pas un festival touareg. Ah, c'est pas pareil. C'est-à-dire, pas d'explication. Voilà. Fin de l'échange au téléphone. Donc, mais heureusement, oui, on a encore comme 7, on a
ou alors après des festivals plus occitanistes, on va dire, au sens où même si on entend d'autres langues, comme à Salinelles, pas loin de Sommières, aux portes de Nîmes, il y a des rencontres qui se passent sur un week-end, qui sont pour moi très importantes, et organisées par justement essentiellement les chevilles ouvrières, c'est Estelle Ceccarini et Paul Martin qui s'occupent des éditions de Laus et Libre. Et il y avait besoin qu'ils fabriquent ce lieu, cette manifestation, parce que malgré les festivals où on pense à nous, on est sous-employé. Alors, quelqu'un nous dira, oui, mais vous voulez toujours être devant, vous écrivez. Non, c'est pas ça. On regarde statistiquement, voilà, on a encore des endroits où c'est pas qu'on nous veut pas, mais enfin on nous dit quand on téléphone, donc ben non, c'est pas consacré à l'occitan. Et des fois, c'est impressionnant, hein. Je vais donner un exemple, on a fait des choses pour le printemps des poètes dans la ville où on est, parce que voilà, la poésie ça se vit aussi avec les gens que l'on connaît, avec les gens de la ville où on vit, et pour aller à leur rencontre, leur montrer que ça existe. Et donc on construit une soirée dans un café, ce qu'on aime bien parce que les gens ne sont pas captifs, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir s'ils ont envie, si ça ne leur plaît pas. Et vraiment une soirée formidable avec une fréquentation finalement, une grosse fréquentation, plus de 80 personnes. Donc vraiment quelque chose de réussi. Et puis en même temps, la commune de la ville où on est invitait un grand poète africain qui s'appelle Gabriel Okunji, qui vit en France actuellement, hein, originaire du Congo, de l'ex-Congo belge, et qui lui, la première fois qu'il a été publié en France, il a été publié justement dans notre revue, dans la revue Hoc, en occitan. Et il a une culture africaine qui est que nous, on est ses amis, on fait partie de la famille jusqu'à la fin. Et donc, il est au repas et il discute avec les gens, parce qu'il était invité pour en dire des poésies. Mais comment? Mais vous n'êtes pas au courant? Mais si, ils m'ont dit qu'ils vous avaient averti, la municipalité. Et effectivement, on a envoyé. Ah, mais vous n'avez pas prévu d'y aller, mais c'est pas normal, moi j'y vais. Il quitte le repas et il y va. Ce sont mes amis occitans. Et du coup, ils se sont regardés. Ah ben, l'adjoint à la culture, l'élu à la culture, ont été obligés de venir. Mais parce que ce grand poète qu'ils adorent, lui, il est logique. Eux, ils aiment la diversité parce qu'il vient d'Afrique, mais la diversité chez eux, ils n'aiment pas. Alors que lui, il a une familiarité, on va dire ce mot-là, parce que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un si je suis à Bordeaux et si j'avais un problème, je vais chez lui. Voilà, et c'est lui qui leur a dit, ben non, il n'a pas dit c'est inadmissible, il est très poli, mais il leur a dit, moi j'y vais. Et ils ont suivi. Voilà, ça donne un peu une idée du fait que des fois il nous faut un ambassadeur. Et heureusement, nous avons des ambassadeurs de grande qualité. Merci beaucoup, Frédéric. De rien. E tantos causos nesat, o flume de nos tantos emaitos de las impalpablos, de las fetsidissos, de las que cat de paisieros pas estanca, de las que remulinum tapla, anemolre, las car pesugos, e plamai que n'en puden endevinia d'el. Es pas que se refuse lo flume, mais y a tanto musica en el, e tantos fugos carezzados que, d'aquello plenues apropen, se ne saben destriar unos filandros, e mai, a palpos, al pres d'esforç desmesurats. Quimeros pel cœur bel. Aquello canta flu de rufle. Las randoletos solos aglupets se lasciavon fiula. Pramude ne pasta la tapio del seunis. De la rumo buirado sembla que n'esprimis con perlos. Tapla que del cascal lo quit esprit del flume spilla. Dins un riu ciu estuzzat, l'immesurable torno naise. E n'hi ave prou d'aquel deguts, per m'abundar d'uno pesantu mai leuziero. Tambal, di lo Claude de l'Aurelio, recueilli 3 grumillos d'ineffable.
tambal kita malia lo monde. Et il sait tant de choses sur nous, le fleuve, tant et plus, impalpables et fuyantes, de celles qu'aucune digue ne saurait contenir, de celles même qui tournoient à embroyer les chairs si lourdes. Et bien plus que nous ne pouvons en soupçonner de lui. Ce n'est pas qu'il se refuse le fleuve, mais il y a une telle musique en lui, et tant de fugues charriées, que de cette plénitude, c'est à peine si nous parvenons à démêler quelques filaments. Et encore, à l'aveuglette, au prix d'efforts démesurés. Chimère, au fond du crible. Ce chant à fleur de flux, les hirondelles seules à petites gorgées savent le siffler pour en pétrir le torchis de leur nid. De la rumeur confuse, on dirait qu'elles expriment des perles, si bien que du gazouillis jaillit l'esprit même du fleuve. Dissimulé dans une trille, c'est l'incommensurable qui renaît. Et c'est bien assez de ce goutte à goutte pour me combler d'une pesanteur plus légère. Tant vaut-il, dans le creux de l'oreille, recueillir 3 larmes d'ineffable. Tant vaut-il laisser filer le monde. Dire pas, taise, caglia l'urraz, can parlar n'embal palucot, sungo sen veure de sulel, graufignado de luts di larmo de la feglio. Nu desfurer la pas, s'accontenta d'esflorezzar lo pla del monde, che tutto ciò che mai ne saurem pas solo mendire, a controrrai, brunzinen sa famu. Un arbre a bucle canto, e feglio per feglio tempè. Resacco, tutto ciò pascappeno suscat e tutto ciò rebuffat resacco. Resacco d'un cos amande se fa paraulo ed escampado piel. Se cumplis la paraulo, se sat congrea lo silenci. Ne rien dire. Terre. Figer le jaillissement. Quand parler n'en vaut pas la peine. S'imprégner de soleil, gribouillis de lumière dans l'âme de la feuille. Ne pas dégainer. Se contenter d'effleurer la surface du monde, puisque tout ce que jamais nous ne saurons même en dire bourdonne à contre-jour en sa faveur. Un arbre aveugle chante, et feuille à feuille tient bon. Ressac. Tout ce qu'on a rêvé qu'à peine et tout ce qu'on a refoulé, ressac. Ressac d'un corps sur le point de se faire parole. Et des penchoirs, aucun. La parole s'accomplit, si elle parvient à engendrer le silence. Hotspot. Se gargalion tuts hotspot. Ni mai un cyclope emborgnat e Europe sen capriccio a palpezzar los invisibils, carezzat per de fedos d'escrumo. Hotspot, per arrengar lo poble, la ligo, val mai que lo fais. Hotspot, passarà pa digun. Entre patsas los tuts que diu coneixerà los seus. Per giles mor, e cos be pru d'un soleneo, los autres lor dungue retirado cal voldrà, o bé los espautaren tuts. Aquel caïnà de serenos per lo tapar amb un poema n'hi ha pas prou. Mes que sa mai en treballaré pa lo pai, que se'n fut amb lo fil al braç. Per aco hi ha des jornalistes. Non digas pa la puto, que s'ho fan pas aco las putos, de los que sumion, mal despiet las empazzos, un sonarai de s'escampar. Ni mai per pattugliar ciancado sabun be pru que son nascudo per trabucar, e nusaus, ambedelos, hotspot ou pas. Hotspot, ils s'engarguerisent tous. Hotspot. Tel un cyclope éborgné, l'Europe s'entête à chercher à tâtons les invisibles,
charriés par des brebis d'écume. Hotspot, pour haranguer le peuple, un bon lien vaut tous les fagots. Hotspot, personne ne passera. Entravez-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens. Virgile est mort, c'est bien assez d'un seul aîné. Les autres leur donnent asile qui voudra, ou nous leur briserons les pattes à tous. Ces vociférations de sirènes pour les couvrir, un poème n'y suffirait pas. Mais jamais je ne ferai un croc en jambe au père qui s'enfuit avec son fils dans les bras. Je laisse ça aux journalistes. Ne dites pas à la pute, elles ne feraient pas ça, les putes, elles qui rêvent en dépit des entraves, un de ces jours de s'échapper. Elles ont veut patrouiller sur leurs échasses, elles savent bien qu'elles sont nées pour chanceler. Et nous avec elles, hotspot ou pas. Ai como trencos, los remembres pel sol escampillats. A palpos caminant, descaus, pels rebats brigallats. Mes, si asquessi d'amorat en Sirio, e serio mort, probable. Així, me mori cadotsur, entre Diosmar, entre Duskans. Lucan, tambaldire l'utende te tira lucat de l'aigua de la bagnaduiro, avant que te li salse un cot de mai. Cadonnet torni al país. Los cazzo vieglio sunt de charter low cost, armezzat pes mucavarats, per no tene a mà, que non d'oblidesen las trebos, de trigussar los morts que entrepats on lo treball sanitus des nostres frais burreus. Si 1934, si 1935, si 1936, tornaràs cap pudent qui s'espaquiti, si 1937, e de nets empenados, si 1938, conto carraugno, fins a tresmudar en xifro los cos. Si 1939, al desús de la matriculo, l'umor matrassat d'Ibrahim, lo fournier. Bunietto l'idision per zafre, aro sungo 5939. Sei paquiti nun pas, taleu clucam a patocchi de met los camarados. E nos engabion lai tenebros, que la bus de Yusuf estrifo, e nos desgruna la san sogno des nuns, d'aquels ausel d'escrumo que de tutto las burrado se truffon. Metan che l'umbro del gabian che biro, si aschino clau, un se ten la saraglio. Aïe, comme il coupe les souvenirs par terre éparpillés. Nous avançons à tâtons, pieds nus, sur des reflets brisés. Mais si j'étais resté en Syrie, je serais mort sans doute. Ici, je meurs chaque jour, entre deux mers, entre deux camps. Le camp, tant dire le temps de te sortir la tête de l'eau de la baignoire, avant qu'il te l'y plonge une fois de plus. Chaque nuit, je reviens au pays. Les cauchemars sont des charters low cost que les mukhabarats affrètent pour nous garder à portée, afin que nous n'allions pas oublier, nous, les revenants, de nous coltiner les morts qui font obstacle au travail salubre de nos frères bourreaux. 5934, 5935, 5936, tu reviendras, chien puant, tu n'es pas encore quitte. 5937 et des nuits entières. 5938, compte charogne, jusqu'à métamorphoser en chiffres les corps. 5939, au-dessus du matricule, le visage défoncé d'Ibrahim, le boulanger. Son surnom, Petit Beignet. Maintenant seulement 5939. Je ne suis pas quitte à ça, non. Dès que je ferme les paupières, je m'allonge parmi les camarades amoncelés et les ténèbres nous emprisonnent. Que seule la voix de Youssouf déchire, en égrenant pour nous la litanie des noms de ces oiseaux d'écume qui se jouent de toutes les tempêtes. Mettons que l'ombre du goéland qui tournoie soit une clé. Où est donc la serrure? Merci beaucoup.